Maria Montessori est une pédagogue italienne qui nous a quittés il y a plus de 70 ans. Pourtant, aujourd'hui encore, à l'heure du numérique, ses méthodes font un tabac dans les écoles, mais aussi dans les rayons des libraires. Que valent les écoles Montessori aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Sylvie Desclèpes, vous êtes fondatrice du lycée international Montessori de Bailly, dans les Yvelines. Bonjour. Bonjour. Émeric, vous êtes ancien élève du lycée international Montessori. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, c'est que vous avez fait votre scolarité dans une école Montessori. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce type d'école ? Alors, ce qui m'a amené à intégrer ce type d'école, c'est que tout d'abord, je ne me sentais pas suffisamment bien à l'aise et adapté dans l'enseignement classique tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'étais dans un établissement privé catholique qui demandait donc beaucoup de pression, qui demandait beaucoup d'efforts de soi. Et c'est quelque chose qui me limitait plus qu'autre chose. Et mes parents prenaient beaucoup de rendez-vous à côté, orthophonistes, beaucoup d'autres pour aussi l'écriture, j'étais dyspraxique. Dyspraxique, c'est-à-dire que vous aviez du mal à écrire, c'est ça ? Exactement, en fait. C'est un problème moteur tout simple qui, quand on essaie de faire l'écriture ou les lacets, il y a des difficultés de transmission entre le cerveau et ce qui est fait dans la main. Donc ça a besoin de beaucoup de rééducation et j'en avais de plus en plus, tandis que les notes baissaient dans l'enseignement classique. Et c'est là où les parents ont trouvé l'établissement Montessori et ça a tout changé. Ça a tout changé. Alors Sylvie Desclèpes, merci. Vous avez créé une école, vous avez écrit un incalculable d'ouvrages sur la méthode Montessori. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Maria Montessori et qu'est-ce que finalement la méthode ? Alors Maria Montessori, c'était une femme italienne qui a été une des premières femmes médecins en Italie et qui a créé une méthode qu'on a appelée une méthode scientifique puisqu'elle était basée sur l'observation des enfants. Elle a énormément étudié la psychologie, etc. Plein de choses, et on lui a confié des enfants d'un quartier pauvre de Rome, qui étaient dits des voyous, et qui ne pouvaient pas apprendre, et donc dans un local, elle a mis en place un certain nombre de matériel qu'elle a créé, où elle s'est inspirée de M. Seguin, qui avait créé des choses pour les aveugles, et ça a été extraordinaire. Ces enfants qui, soi-disant, étaient incapables d'apprendre, se sont mis à savoir lire tout seuls, écrire tout seuls, ce qu'elle appelait se normaliser, et donc là, elle a observé un certain nombre de choses qui ont défini sa méthode. Alors notamment que chaque enfant était différent et que donc il fallait une méthode où l'enfant était au centre des choses et où on observait l'enfant en fonction de ce qu'on observait, on lui proposait un certain nombre de matériel. Elle a découvert que l'enfant traversait des périodes sensibles, c'est-à-dire des moments où il est plus perméable à certaines choses. Et si l'adulte est capable de lui proposer ce qu'il faut au bon moment, il intègre tout très facilement, parce qu'il est doté aussi de ce qu'on appelle l'esprit absorbant, c'est-à-dire comme une éponge, un esprit qui absorbe tout entre 0 et 6 ans. Et ensuite, elle a découvert aussi que l'enfant avait un très fort développement sensoriel, qu'il était très important de développer les sens de l'enfant, puisque tout passait par les sens. Et donc l'importance d'être en pratique, c'est-à-dire de manipuler des objets. L'importance de la main, en fait. Elle a découvert l'importance de la main, puisque la main est reliée au cerveau, que tout ce qui passe par la main s'imprègne beaucoup plus facilement dans le cerveau. Émeric, est-ce que vous avez un souvenir de l'école Montessori où vous étiez, justement? Est-ce qu'on vous a demandé de manipuler des objets? Je crois que vous êtes rentré en 6e, c'est ça? Alors, je suis rentré début 5e. Et il se trouve que la pédagogie au collège était un petit peu différente. Donc, on ne manipulait pas d'objets spécifiquement, mais il y avait une façon de faire. Il y avait un esprit qui continuait dans le collège Montessori et que j'ai directement perçu quand je suis arrivé. Et pour vous donner un exemple, je me souviens qu'en 5e, j'avais par exemple du mal sur un exercice, et sur un exercice de mathématiques. Et je me souviens que notre professeur nous avait dit au bout d'un moment, si vous avez du mal, continuez à chercher dans le livre, continuez à chercher par vous-même, renforcez vos capacités de recherche. Au début, moi, je trouvais ça, pourquoi faire ça? Je trouvais ça pas très intelligent parce que je cherchais, j'avais beaucoup de mal. Et finalement, je l'ai fait, j'ai cherché par moi-même et j'ai découvert les réponses. Et petit à petit, donc ça ne se fondait pas sur le sensoriel, mais ça se fondait vraiment sur l'autonomie, sur la recherche, sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on apprenait à trouver nos propres réponses. Et ça part de ça et beaucoup d'autres choses qui m'ont permis de développer des compétences d'autonomie et aussi de progresser au fur et à mesure. Est-ce que vos problèmes de dyspraxie, le fait que vous aviez du mal à écrire, finalement, se sont estompés? Oui.
ils se sont estompés petit à petit. Mais je pense que ça, plus généralement, c'est parce que j'ai été dans un établissement où l'ambiance, vraiment, comment dire, c'était très ouvert, très accueillant. Et du fait de cette ambiance-là, je me suis senti libre de faire mes erreurs, de ne pas réussir, de continuer d'essayer, de réessayer, de refaire. Et petit à petit, en fait, à force puisque je me suis senti bien accompagné, c'est dur à décrire, mais j'ai senti qu'en fait ces problèmes disparaissaient petit à petit. Moi, je peux rebondir là-dessus, parce que oui. moi, je pense qu'il n'avait pas de problème, en fait. Donc, on avait beaucoup de rendez-vous, soi-disant, avec des spécialistes, auxquels, moi, après, j'assistais plus, parce que pour moi, Émeric, il n'avait pas de problème. En fait, quand il a pris de la confiance en lui-même et de l'autonomie, ses problèmes, ils ont disparu. Donc, en fait, pour moi, Émeric, il avait pas de problème. Oui, vous étiez entouré d'une armée d'orthophonistes, de neurologues, de spécialistes. D'ergothérapeutes. Oh là. Voilà, et dont finalement, vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Plus du tout. Et c'est quelque chose, les parents ne s'en doutaient absolument pas. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est des problèmes qui, quand même, étaient très, très présents. Et dès le plus jeune âge, on m'avait mis cette étiquette-là. Et finalement, quand je suis allé dans l'établissement Montessori, au fur et à mesure que ça a progressé, je me rendais compte que ces problèmes, en fait, n'étaient plus vraiment là et disparaissaient petit à petit du fait que j'étais bien accompagné et que ce stress constant d'être dans un établissement à pression n'était plus là. Donc, je pouvais m'exercer moi-même. Et je remarquais en effet que beaucoup de ces problèmes dus à la dyspraxie, à l'écriture, c'est des problèmes qui tout simplement disparaissaient petit à petit. Pourquoi la méthode Montessori fait-elle toujours un tabac aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, de l'informatique ? Parce que je pense que la méthode Montessori, elle met en valeur tout ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais qui est valable, parce que toute l'éducation bienveillante, notamment Maria Montessori, elle a beaucoup défini le rôle de l'adulte, la posture de l'adulte qui devait être dans une grande bienveillance. Ensuite, je pense que les neurosciences, qui sont comme une science qui est apparue récemment, ont validé énormément de choses qu'elle avait découvertes. Donc ça va vraiment dans le sens de l'enfant, dans toutes les notions possibles, en fait, hein. Le cerveau de l'enfant, ce qu'elle a appelé les périodes sensibles, ça a été prouvé que c'était vrai. La main reliée au cerveau, ça a été prouvé que c'était vrai. Donc le côté bienveillance, le respect de l'enfant, le respect de la personnalité de l'enfant, c'est ce que l'éducation qu'on espère que tous les parents, tous les enseignants donnent aujourd'hui. Donc je pense que ça va tout à fait dans l'air du temps, en fait. Maria Montessori, c'est une méthode, mais c'est aussi devenu un business, Victor. Tout à fait, Sophie, puisqu'on en trouve partout du Montessori. Nature et Découverte, par exemple, a un rayon matériel Montessori. Alors, on y trouve des cloches musicales Montessori à 40 €, une tour d'apprentissage en bois ergonomique à 140 € ou encore un jeu d'éveil sensoriel à 20 €. Pareil à la grande récré. Mais on en trouve aussi dans les librairies. Les éditions Larousse ont par exemple lancé en 2017, ce n'étaient pas les premiers, une collection Montessori. La marque de livres audio, Audiolib aussi, référence des ouvrages comme Appliquer la méthode Montessori chez soi. Mais aussi des crèches. Il y a aussi des écoles, des collèges, des lycées Montessori, voire des chaînes YouTube monétisées, spécialisées dans la méthode Montessori. Donc oui, Sophie, on peut dire que c'est un business. Est-ce que ça fonctionne ? Alors pour la simple et bonne raison que le mot Montessori, qu'il soit sur du matériel ou sur la façade d'un immeuble, attire l'œil, eh bien oui, ça fait booster les ventes. Larousse, l'actuel leader du marché des ouvrages éducatifs parascolaires et périscolaires, m'a par exemple expliqué que ça a tout de suite été un énorme succès. Entre 2017 et 2018, leurs ventes Montessori ont été multipliées par 4. Et depuis 2017, leur best-seller, on va dire, Ma méthode de lecture Montessori, a été écoulé à peu près 50 000 exemplaires. Ça a donc trouvé son public et me confirme Nature et Découverte, la période pandémique a boosté les ventes. Justement, comment savoir si ce matériel, finalement, est labellisé Montessori ? Alors, c'est une très bonne question, puisque Maria Montessori n'avait pas labellisé, ne voulait pas en faire une marque, et sa volonté a été perpétuée par ses descendants. Donc, effectivement, n'importe qui, vous, moi, Sophie, pouvons estampiller une école, un livre Montessori. Ce qui, du coup, peut amener parfois à dénaturer la pédagogie initiale. Il existe cependant 3 fabricants de matériel adoubés par l'AMI, l'Association internationale Montessori. Il y a un fabricant japonais, un fabricant néerlandais et un fabricant italien. Ces derniers seulement ont le droit d'estampiller leurs produits de la mention agréé Montessori, mais dans les rayons, ce sont les produits les plus chers. Sylvie, est-ce que vous vous fiez à ces labels lorsque vous achetez du matériel Montessori pour les écoles maternelles et primaires en particulier que vous dirigez ? Ah non, pas du tout, parce que dans le temps, il n'existait que la marque néerlandaise.
Mais c'est un coût astronomique, quoi. C'est pas possible. Même la marque italienne, c'est un coût astronomique. Et il y a quand même d'autres personnes qui vendent du matériel qui est très bien fait. Par contre, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a des choses, c'est vraiment n'importe quoi. Si on peut parler des clochettes chez Nature et Découverte, bon, j'aime beaucoup Nature et Découverte, mais c'est anti-Montessori. Donc, il y en a qui vendent vraiment n'importe quoi. On leur dira, Nature et Découverte. Non, mais il y en a qui vendent vraiment n'importe quoi. Et c'est grave aussi, parce que même les cahiers, Larousse, etc., ils sont écrits la majeure partie du temps par des gens qui ne sont pas du tout formés à Montessori, pas du tout diplômés Montessori. Moi, je vois des méthodes Montessori pour apprendre à faire la cuisine, pour faire le jardinage. Bon, Maria Montessori, elle n'a jamais parlé de la cuisine ni du jardinage. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord que c'est devenu un business, même dans les écoles. Il y a des gens qui se sont engouffrés là-dedans, qui se sont dit « Waouh, on va faire une école Montessori, on va gagner plein d'argent, on va faire une chaîne d'écoles Montessori, on va gagner plein d'argent. » Justement, ça jette un peu la probe sur toutes les écoles Montessori. Bah oui, c'est ça. Lorsque des parents nous contactent et nous disent j'ai été arnaqué par une école Montessori, eh bien finalement c'est toute la méthode qui en pâtit. Bah, bien sûr, moi j'ai vu par exemple, j'ai travaillé avec la librairie des écoles dans les premiers cahiers Montessori, on faisait les petits Montessori et ça a été un des premiers avec qui on a fait des cahiers, d'ailleurs on était le leader des ventes de cahiers Montessori, mais après il y en a tellement qui ont ouvert que les gens ils ne savent plus qu'est-ce qu'est Montessori, qu'est-ce qui n'est pas Montessori, donc ils ne s'y retrouvent plus du tout. Et dans les écoles c'est la même chose, ça nous a fait beaucoup d'ombre. Moi j'ai créé les écoles il y a 35 ans avec avoir suivi plein de formations au Canada, à Londres, etc. Et après il y a des parents qui sont mécontents parce qu'ils se sont inscrits dans une école Montessori. Tout le monde pense que Montessori, c'est labellisé. On va dans une école Montessori, on est sûr de ce qu'on va avoir. Et malheureusement, ils sont déçus. Et c'est comme ça qu'il y a des articles dans la presse de gens qui se sont sentis floués. Mais parce que les parents, il faut qu'ils aillent voir, il faut qu'ils aillent questionner, voilà, même pour le matériel, il faut se poser des questions. Justement, moi je me posais une question. Maria Montessori, vous le disiez, a créé les premières écoles Montessori dans un quartier très pauvre de Rome. Et aujourd'hui, les écoles Montessori, c'est un peu les écoles de riches. Ce sont des écoles privées souvent hors contrat, où la scolarité coûte en moyenne entre 10 et 12 000 euros par an. Pourquoi il n'y a pas d'école Montessori finalement dans le public ? Alors, il y en a un petit peu. Hein. Moi, j'ai travaillé sur un projet à Blanquefort, sur Briollens, où c'est une commune qui a créé une classe Montessori publique. Hein. Ça existe, mais c'est compliqué. Par contre, il y a énormément de professeurs des écoles, parce que nous, on a un organisme de formation aussi qui s'appelle Apprendre Montessori, qui se sont formés auprès de nous et qui font du Montessori dans leur classe, puisqu'ils ont la liberté pédagogique. Donc, évidemment, après, il y a le coût du matériel qui a une certaine valeur, mais ils font du Montessori dans leur classe. Il y a de plus en plus de professeurs des écoles qui font ça, en maternelle, même avec les mélanges des âges, etc., et aussi en classe élémentaire. Moi, j'en connais beaucoup. Oui, par exemple, lorsqu'on voit des enfants de primaire, même dans une école publique, qui utilisent les célèbres lettres rugueuses. Voilà, ouais. Donc, c'est des lettres voilà, qu'on touche pour apprendre le C. Ouais. Ça, c'est une méthode Montessori. Ça, c'est un matériel Montessori, oui, tout à fait. Tout à fait. Et même les mini-cuisines dans les maternelles, c'est inspiré de Maria Montessori. Ça, pas vraiment, puisque Maria Montessori disait qu'il ne fallait pas de faux, il ne faut que du vrai. Donc, une petite cuisine, c'est faux. On leur fait faire des choses pour de faux. Donc ça, pas vraiment. Est-ce que vous avez un souvenir à nous raconter sur votre période montessorienne, si je puis dire ? J'en ai beaucoup de souvenirs à partager, beaucoup de bons souvenirs aussi, et des relations que j'ai faites avec Sylvie et aussi beaucoup d'autres professeurs. Un souvenir en particulier que j'ai, qui correspond particulièrement à la façon dont les professeurs ont enseigné en Montessori, c'est aussi pour revenir un peu sur les mathématiques. Il se trouve qu'à un moment, vraiment aussi pour prôner l'autonomie, ils nous mettaient, donc chaque jour on avait les mathématiques, ils nous mettaient une série d'exercices à faire et on devait en faire, donc vraiment quelque chose comme 5 ou 6 exercices, je me souviens c'était tous les mardis, et quand on ne finissait pas, et voilà, on finissait à la maison, mais on avait un agenda qui était de septembre à juillet, et vraiment dessus il y avait tout, et on pouvait prendre du retard, on pouvait prendre de l'avance, on pouvait s'exercer chez nous, à la maison, à l'école, avec le professeur, et ça c'est vraiment quelque chose qui prenait l'autonomie. Et il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas des élèves qui s'ennuyaient, il n'y avait pas d'élèves qui attendaient. Justement, on dit souvent que, alors on parle d'éducation positive, mais certains disent que cette éducation positive rime un peu avec permissive. Est-ce que vous avez trouvé que cette éducation était permissive, était trop laxiste ? Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que je pense pas. À vrai dire, il y avait quand même un cadre à côté qui fournissait aux élèves la possibilité de travailler. Après, évidemment, il fallait un certain temps d'adaptation. Moi, j'ai pris quelques mois avant de
de savoir que vraiment, il s'agissait de moi, qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je travaille. Mais au début, évidemment, quand on sort d'un système classique, on se dit, j'ai cette liberté, pourquoi travailler ? Mais non, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des enjeux derrière, il y a les parents, il y a les professeurs, on est quand même encadré. Et petit à petit, à force d'avoir cette façon de penser-là, cette façon de grandir dans un établissement beaucoup plus libre, on apprend aussi à l'être toute la vie. Et on apprend à grandir avec cette autonomie-là, à continuer. Et ça m'a surtout servi, je me souviens très bien, en période de Covid. Parce que le moment où on est lâché chez nous dans des conditions qu'on n'a jamais eues avant, c'est là où on commence à progresser avec la liberté qu'ils nous ont donnée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me souviendrai toujours. Parce que j'en ai vu beaucoup qui ont coulé dans d'autres établissements. J'avais des amis beaucoup dans d'autres établissements qui ne savaient pas quoi faire, qui avaient toujours l'habitude de leur cadre, toujours l'habitude de... Voilà, on leur donnait toujours quelque chose à faire. Là, moi, je savais ce que j'avais à faire. Je contactais les professeurs, ils me faisaient des retours et je m'accordais un emploi du temps comme je m'en accordais quand j'étais en 5e, 4e. Et c'est quelque chose qui, je sais, me suivra toute ma vie. Mais ça, c'est des choses qui, parmi beaucoup d'autres, en fait, m'ont permis vraiment de m'épanouir autant que j'ai pu, autant que j'aurais voulu. Parce que c'est pas seulement l'autonomie, mais il y a aussi, je détaillerai si vous m'invitez à le faire, il y a aussi le relationnel, il y a aussi la proximité avec les autres élèves que j'ai connus depuis la 5e. Les classes étaient très, très petites. Et le relationnel aussi avec les professeurs qui m'ont donné parfois le goût des matières alors que je ne l'avais pas initialement. Et ça, c'est quelque chose que... Et puis, surtout, l'école vous a aidé un peu vous avez traversé une période difficile au moment, justement, où vous avez intégré cette école. Vous avez perdu votre mère. Comment ça s'est passé, justement, cette époque-là ? C'était un gros choc, évidemment. C'était un tourbillon dans la famille. Perdre une mère à un âge aussi jeune, évidemment, en plus, on ne s'y attendait pas vraiment. C'était précipité. Donc, évidemment, ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est que on essaie de se réfugier, de trouver d'autres piliers. Et il y avait la famille, évidemment, mais il y avait aussi l'école. Et, vous auriez pu vous effondrer à ce moment-là ? J'aurais pu m'effondrer, surtout si j'étais resté dans un établissement privé qui demandait beaucoup de pression, de concentration, d'être là tout le temps et de suivre un cadre dans lequel je ne me reconnaissais pas vraiment. Mais dans celui de Montessori, j'étais accompagné. Ils étaient vraiment là. L'accompagnement était beaucoup plus individualisé. On m'a permis d'avoir un peu plus de retard, on m'a permis d'être mal en classe, on m'a permis de sortir de classe quand vraiment j'étais submergé par les émotions. Et je me souviens, Sylvie était là. Sylvie était là dès le début, elle était toujours là pour m'accompagner, toujours là pour me donner du renfort, du soutien émotionnel à des moments où j'en avais besoin. En fait, j'ai pensé aussi qu'il avait besoin de trouver un refuge dans une autre famille, parce que sa famille était bouleversée. Je veux dire, tout, son père était bouleversé, ses frères et sœurs étaient bouleversés. Si on voulait qu'Émeric puisse survivre à tout ça et continuer à se construire d'une manière qui lui donne un bel avenir, il fallait qu'il trouve une famille au sein de l'école, quelque chose de solide. Moi, je me devais d'être solide, je me devais d'être présente et d'accepter qui il était, ce qu'il vivait, et en l'accompagnant le mieux possible. Et d'ailleurs, il n'a pratiquement jamais manqué l'école. C'est extraordinaire. J'ai plusieurs enfants comme ça qui ont malheureusement perdu des parents, qui sont toujours retournés à l'école, parce que je pense que l'école était le socle, en fait, sur lequel ils pouvaient s'appuyer, puisque la famille, elle est complètement déstabilisée à ce moment-là. Donc nous, on doit apporter autre chose. C'est la même chose qu'au moment du divorce de parents, toutes les choses qui vont déstabiliser l'enfant. Il faut que moi, je sois un roc, en fait. Et je veux être ce roc pour eux et nos enseignants. J'ai l'impression que lorsqu'on a envie d'intégrer ce type d'école, c'est souvent suite à des difficultés ou un drame ou des enfants qui ont des problèmes avec l'école. Est-ce que le risque, ce n'est pas de créer des écoles pour enfants à problème ? Non, finalement ? justement, parce que ça, c'est parce qu'ils arrivent en cours de scolarité, mais nous, on commence à la maternelle. Donc les enfants qui arrivent à la maternelle, ils arrivent pour un projet pédagogique. Évidemment, pour les enfants qui traversent des périodes difficiles, on est encore plus adapté, puisqu'on a ce souci de l'enfant qui est au cœur de tout. En fait, il est au cœur de tout. Mais non, parce qu'on ne pourrait pas avoir que des enfants qui traversent des moments difficiles. Ça ne les aiderait pas non plus, parce que s'ils sont tous en période difficile, ils vont s'entraîner dans le trou. En tout cas, on voit qu'Émeric s'en est sorti. Il est tout à fait au bien contraire, il a rencontré plein de gens qui l'ont aidé aussi à cette période-là. Parce que Montessori, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'avant tout, c'est une philosophie de vie. C'est plus une philosophie de vie encore qu'une pédagogie. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer des écoles Montessori ? Parce que c'est quand même un sacré défi, créer des écoles, s'occuper d'enfants, être un peu à contre-courant, parce que ce sont des écoles privées hors contrat, indépendantes. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? En fait, moi, ça a été la naissance de mon fils aîné. Moi, je n'étais pas du tout dans le domaine scolaire. Je travaillais chez un promoteur immobilier. J'avais beaucoup d'ambition. Et puis, mon fils est né.
Et ma vie a été bouleversée. C'était plus possible de le confier à quiconque, alors qu'il était inscrit en crèche avant de naître. Et puis moi, j'ai pas aimé l'école traditionnelle. Et puis j'ai eu 5 enfants. Et pour moi, je voulais offrir à mes enfants la plus belle éducation possible. Pour moi, la petite enfance, c'était ce qu'il y avait de plus important, c'est le socle. Et il fallait qu'ils aient le meilleur possible. Donc qu'on les respecte le plus possible, que les adultes soient très bienveillants. Pour moi, c'était essentiel. Donc je me suis même pas posé de questions. J'ai créé l'école. Il y a 30 ans, c'était pas forcément, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Non, il y a 30 ans, on me prenait pour une dingue. Toute ma famille me prenait pour une dingue. J'ai une sœur qui est prof de maths, très classique. Elle les interrogeait pendant toutes les fêtes de famille pour voir s'ils avaient le niveau. Non, parfois, ça m'a fait poser question, parce qu'on me disait, tu vas leur fermer des portes, ils vont pas aller en prépa, ils vont pas faire des grandes écoles. Donc j'ai eu très peur. Et heureusement, mon fils aîné est très gentil, comme il me dit. J'ai été un bon fils. Il a fait des prépas. Bon, il n'a pas aimé la prépa, mais il a fait Dauphine. Après, il a fait une grande école de commerce. Après, il a fait un MBA. Donc, en quelque Donc sorte, ça a été un bon élève. Quand on lui a remis son diplôme de MBA, je pleurais. Je me suis dit, yes, j'ai réussi. Je lui ai pas fermé des portes, il est bien dans sa peau. Tous ces enfants qui sont autour de moi sont heureux, ont une belle enfance. Comme Émeric, malgré l'épreuve, je pense qu'il a eu une très belle enfance, une très belle adolescence. Et c'est ça que je veux leur donner, moi. C'est beaucoup une belle enfance. Donc en apprenant on peut faire bien. des études exigeantes du type classe préparatoire lorsqu'on vient d'une école Montessori, où finalement on est habitué à faire ce qu'on veut et on ne peut pas se plier à des règles. En fait, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est ça. C'est une liberté dans un cadre. Mais c'est une liberté, ce cadre, il est très, très, très important. On pose un cadre. C'est pour ça qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas s'y faire. Ceux qui sont dans l'anarchie, ils ne peuvent pas. Et c'est une liberté dans un cadre. Émeric, vous êtes aujourd'hui en études supérieures. Que faites-vous comme études ? Je suis à l'école de psychologue praticien. Donc voilà, c'est une école que j'ai intégrée par le biais d'une prépa intégrée. Et ça demandait un concours que j'ai validé. Et par la suite, j'ai intégré cette école. Je souhaite devenir à l'avenir psychologue et aider les enfants à trouver leur voie au plus possible. Est-ce que la raison de votre vocation a un lien avec votre parcours ? Évidemment, bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré parce que quand on est dans une période où on ne voit pas vraiment la fin, qu'on s'en sort parce qu'on est accompagné par des professeurs, par une seconde famille aussi que sont les élèves, parce que les élèves restent, certains partent, mais la plupart restent dans Montessori. Évidemment, en terminale, on se voyait comme une grande famille. Et quand je vois que c'est quelque chose qui m'a tellement changé, je me suis dit, moi, si j'ai besoin d'apporter quelque chose au monde, autant que le monde m'a apporté quelque chose. Et je voudrais faire ça, donc devenir psychologue pour enfants pour un petit peu continuer, mais à ma façon, ce que Sylvie m'a transmis. Ce que j'espère, c'est que donc tous ces élèves ils vont changer le monde. Vous serez la relève des écoles Montessori. J'espère. Vous avez créé un podcast avec votre fille qui s'appelle Les adultes de demain. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, ça me tient très à cœur parce que c'est une possibilité de diffuser toute cette éducation, tout le meilleur pour les enfants, gratuitement pour tout le monde. Donc moi, ça a toujours été mon souhait, ça, comme vous disiez, les écoles Montessori ont un coût. Donc c'est dommage parce qu'on est obligé, parce qu'on est hors contrat. Mais moi, mon souhait, c'est de diffuser le plus possible autour de moi cette méthode, puisque c'est une méthode avant tout pour la paix dans le monde et que j'aimerais porter ma pierre à l'édifice de la paix dans le monde. Et donc, c'est un podcast que j'ai créé avec ma fille Stéphanie. J'ai 5 enfants, donc avec Stéphanie, et qui est à deux épisodes par semaine, un où c'est moi qui raconte des choses et un autre où Stéphanie interviewe des professionnels de l'éducation, de la parentalité, tout dans la bienveillance, l'éducation positive, pour essayer justement d'aider les parents, d'aider les professionnels. On a beaucoup d'enseignants qui nous suivent à vraiment offrir le meilleur aux enfants, aux adolescents, etc. Donc c'est vrai que ça me tient très à cœur parce que c'est donner tout ça, parce qu'il faut que les gens ils prennent tout ça. Est-ce qu'on peut faire Montessori chez soi ? Parce que finalement, tout le monde n'a pas les moyens de payer une école Montessori, c'est cher, on n'en a pas forcément une à côté de chez soi. Mais finalement, on l'a vu avec le confinement, les gens achètent du matériel et le font à la maison. Est-ce que ça marche aussi bien ? Bien sûr, on peut faire Montessori chez soi et on n'a même pas besoin, excusez-moi pour les vendeurs de matériel, mais d'acheter du matériel parce qu'en fait, du Montessori chez soi, on peut faire avec ce qu'on a à la maison, avec des petites cuillères, des pots, du riz, des pâtes. Et puis, je vous disais, comme une philosophie, c'est-à-dire développer l'autonomie de l'enfant. Ça, c'est une valeur première de Montessori, développer la confiance en soi, respecter son enfant. Tout ça, c'est du Montessori. Et après, on peut les faire compter avec des pois chiches, on peut les faire, les lettres rugueuses, on peut les faire soi-même. On peut les découper avec du papier. C'est du papier de verre. Papier de verre. Donc, leur apprendre à lire avec les jeux sur les sons, tout le monde peut faire ça.
Donc, oui. 2,50 € chez Bricorama. Exactement, exactement. Et pas besoin de des dépenser boulons des et des vis, et puis on les fait visser, et ça développe leurs mains. Vous voyez, Surtout, comme vous disiez, Maria Montessori voulait qu'on utilise du vrai. Donc des vraies casseroles, voilà. des vraies choses, des vraies assiettes. Exactement, exactement. Quitte à les casser. Exactement. Bah alors, c'est drôle parce que justement, en fait, j'approuve complètement ce que dit Sylvie parce qu'à un moment, en prépa, on m'a demandé donc d'intervenir dans une maison de quartier pour aider des jeunes à lire. Ils avaient 7-8 ans. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, il faut absolument que je m'inspire de la méthode. Et j'ai imprimé des lettres où, au compas, j'ai fait des petits trous pour qu'ils puissent y placer leurs doigts et sentir vraiment en quoi ça va, voilà, en quoi c'était les lettres. Ils ont vraiment appris à lire et j'ai senti que ça les a progressé. Donc je rejoins complètement ce que dit Sylvie, voilà. en fait, qu'on peut ça, créer c'est un quelque chose élève à la maison. Montessori, vous voyez, il se débrouille. Voilà, il se débrouille, c'est ça qu'il faut, quoi. Oui, ça c'est important de dire, voilà, on peut s'inspirer, on peut lire des choses et faire Montessori sans forcément dépenser des fortunes, tout simplement. Non, c'est pas la peine, quoi. Moi, je préfère qu'ils viennent dans nos écoles, mais on peut faire du Montessori tout à fait à la maison, parce que moi, quand on forme des gens, il y a des gens, ils sont malheureux en disant, ouais, je peux pas offrir ça à mon enfant. Mais si, à la maison, on peut faire énormément de choses, énormément de choses. Et c'est ça qu'il faut leur dire. C'est-à-dire vraiment en donnant confiance. Confiance, et puis en se débrouillant, comme il a fait, il a besoin d'apprendre à lire, il prend des papiers, il prend un compas, il fait des trous dedans. Moi, c'est ça que j'aime, c'est leur donner cette adaptabilité, cette capacité à rebondir, à trouver leurs solutions. Merci beaucoup, merci Sylvie, merci Aymeric de votre présence. Merci beaucoup et merci de nous avoir parlé avec autant de passion de la méthode Montessori. Et je vous dis à bientôt dans Paris l'École.